Je me souviens encore de ce matin glacial de novembre où j'ai reçu l'appel qui allait bouleverser ma vie. C'était Antoine Moreau, le mari d'Élodie, et sa voix tremblait, comme celle d'un homme qui vient de voir s'effondrer son monde. Marc, ils l'ont trouvé sur l'autoroute A62, pieds nus, en chemisier de soie. Elle répète sans arrêt qu'on lui a volé 2 jours. Moi qui avais été son confident depuis nos années à HEC, je n'arrivais pas à comprendre comment cette femme brillante, cette consultante respectée de tous, avait pu se retrouver dans un tel état. Élodie Lemoine n'était pas une femme ordinaire. À 29 ans, elle dirigeait l'une des équipes les plus prestigieuses de stratégie & conseil, cette firme toulousaine où les contrats se chiffraient en millions d'euros. Son bureau au dernier étage de la tour Occitanie dominait la ville rose et ses analyses sur les biais cognitifs en entreprise fascinaient jusqu'aux dirigeants du CAC 40. Quand je l'ai vue pour la dernière fois, 3 jours avant sa disparition, elle portait ce tailleur Chanel noir qui lui donnait une allure de ministre, ses cheveux auburn parfaitement coiffés, encadrant ce visage d'une beauté aristocratique qui faisait se retourner tous les hommes. Cette nuit-là, dans ma Mercedes garée devant la clinique privée Sainte-Foy, où il l'avait internée, j'ai compris que quelque chose de monstrueux s'était produit. Les examens médicaux étaient formels. Aucune trace de violence, aucune substance dans le sang, aucun signe d'agression sexuelle. Ses vêtements étaient impeccables, comme si elle sortait d'un défilé de mode plutôt que d'un cauchemar de 48 heures. Mais le plus terrifiant restait à venir. Le lendemain matin, avant même que les psychiatres puissent l'examiner, avant que la police puisse l'interroger, Élodie avait disparu à nouveau. Cette fois, sans laisser la moindre trace, comme si elle s'était volatilisée dans l'air glacé de l'aube toulousaine. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de mener ma propre enquête, ignorant encore que cette quête de vérité allait me mener dans les méandres les plus sombres du pouvoir et révéler des secrets qui auraient dû rester enfouis à jamais. Je m'appelle Marc Delacroix, et pendant 15 ans, j'ai été bien plus qu'un simple ami pour Élodie Lemoine. Nous nous étions rencontrés sur les bancs de HEC Paris, 2 provinciaux ambitieux, déterminés à conquérir le monde des affaires. Pendant que je bâtissais ma fortune dans l'immobilier de luxe, elle gravissait les échelons du conseil en stratégie, devenant l'une des expertes les plus respectées de France en psychologie organisationnelle. Notre amitié avait survécu aux années, aux succès, aux trahisons du milieu des affaires. Élodie était cette femme rare qui alliait une intelligence redoutable à une sensualité troublante, capable de décortiquer les mécanismes les plus complexes de l'esprit humain tout en séduisant les hommes les plus puissants du pays. Son appartement dans le quartier huppé des Capitouls témoignait de sa réussite. Parquet Versailles, mobilier d'époque, vue imprenable sur la Garonne. Quand elle a disparu cette première fois, j'ai d'abord pensé à un burn-out, à une fuite face à la pression. Élodie travaillait sur un projet confidentiel pour un client gouvernemental, quelque chose en rapport avec l'influence et la manipulation des masses. Elle m'avait confié ses doutes, ses inquiétudes face aux implications éthiques de ses recherches. « Marc, me disait-elle lors de nos dîners au restaurant Biban, j'ai peur d'avoir ouvert une boîte de Pandore. Mais quand elle a disparu une seconde fois de la clinique, j'ai compris que nous n'étions plus dans le registre de la dépression nerveuse. Quelqu'un voulait faire taire Élodie, et ce quelqu'un disposait de moyens considérables. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo, et de nous dire en commentaire de quel pays et quelle ville vous nous regardez. Le vendredi 15 novembre, Élodie avait quitté son bureau vers 19h30, comme à son habitude. Sylvie, sa secrétaire, m'a raconté qu'elle semblait préoccupée depuis plusieurs jours, multipliant les appels téléphoniques en langue étrangère et recevant des visiteurs non annoncés. Ce soir-là, elle portait son manteau en cachemire beige de chez Hermès, celui qu'elle réservait aux grandes occasions, et elle avait glissé dans son sac Birkin plusieurs dossiers confidentiels estampillés « Projet Prométhée ». Les caméras de surveillance de la tour Occitanie l'ont filmé descendant au parking souterrain, ses talons loup-boutins résonnant sur le béton ciré. Sa Porsche Panamera gris métallisé était garée à sa place habituelle, celle réservée au directeur associé. Mais c'est là que les images deviennent troublantes. On la voit ouvrir sa portière, puis hésiter, regarder autour d'elle comme si elle avait entendu quelque chose d'inquiétant. Antoine, son mari, l'attendait ce soir-là pour un dîner chez Bon, ce restaurant étoilé où ils avaient leurs habitudes. Il m'a confié plus tard qu'Élodie lui avait semblé distante ces dernières semaines, comme si elle portait un secret trop lourd pour ses épaules. Elle se réveillait la nuit en sursaut. Marc. Elle vérifiait constamment son téléphone, effaçait ses messages. J'avais l'impression qu'elle me cachait quelque chose d'énorme. Le samedi matin, quand Élodie n'est pas rentrée, Antoine a d'abord pensé qu'elle avait passé la nuit chez sa sœur Camille, comme cela lui arrivait parfois après leur dispute. Mais Camille, inquiète, l'a appelée vers midi. « Antoine, Élodie devait déjeuner avec moi au café de l'Opéra, elle n'est jamais venue. Et son téléphone est éteint. » C'était la première fois en 10 ans que ma meilleure amie ne donnait pas de nouvelles. J'ai immédiatement contacté mes relations dans la police judiciaire. Le commissaire Dubois, un ami de longue date, m'a confié que les premières recherches n'avaient rien donné.
La Porsche d'Élodie avait été retrouvée sur le parking de l'entreprise. Fermée à clé, aucun signe de lutte. Ses empreintes étaient partout à l'intérieur, mais aucune trace d'un éventuel agresseur. C'est comme si elle s'était volatilisée entre le parking et sa destination, m'a-t-il dit. Le dimanche, 48 heures après sa disparition, c'est un couple de retraités qui l'a découverte au bord de l'autoroute A62, près de la sortie Toulouse-Sud. Gisèle et Robert Martin rentrèrent de leur résidence secondaire dans le Gers quand ils ont aperçu cette silhouette fantomatique dans la lueur de leurs phares. Elle était pieds nus, monsieur, sur le bitume glacé. Son chemisier en soie était impeccable, pas un pli, pas une tache. On aurait dit qu'elle sortait d'un cocktail mondain. Quand ils l'ont approchée, Élodie les a regardés avec des yeux vides, comme si elle ne comprenait pas où elle se trouvait. Elle grelottait, mais pas seulement de froid. C'était un tremblement de terreur pure, celui d'une femme qui a vu l'impensable. « On m'a volé 2 jours », répétait-elle inlassablement, sa voix d'ordinaire si assurée réduite à un murmure brisé. Les Martins l'ont emmenée aux urgences de l'hôpital Purpan, où les médecins ont procédé aux examens de routine. Tension artérielle normale, analyse sanguine parfaite, pas la moindre trace de drogue ou d'alcool. Son corps était intact, mais son esprit semblait avoir été soigneusement vidé de 48 heures de souvenirs. Le docteur Rousseau, psychiatre de garde, m'a confié plus tard n'avoir jamais vu un cas d'amnésie aussi précis et circonscrit. C'est moi qui ai pris la décision de la faire transférer à la clinique Sainte-Foy, cet établissement privé de Colomiers, où les personnalités de la région viennent soigner discrètement leurs troubles. Je pensais qu'elle y serait en sécurité, loin des journalistes et des curieux. Je pensais qu'avec du temps et des soins appropriés, ses souvenirs reviendraient. Je me trompais lourdement. Cette nuit-là, j'ai veillé dans le couloir de la clinique, buvant café sur café, ressassant nos dernières conversations. Élodie m'avait parlé de la fondation Minerve, cette mystérieuse organisation qui finançait ses recherches sur les biais cognitifs. Il me pète une fortune pour comprendre comment manipuler l'opinion publique, Marc, mais je crois qu'ils ne s'arrêteront pas là. Ces mots résonnaient maintenant dans ma tête avec une sinistre prophétie. Le lendemain matin, à 6h47 précisément, l'infirmière de garde a découvert la chambre d'Élodie vide. Le lit était fait au carré, comme si personne n'y avait dormi. Ses vêtements avaient disparu, ainsi que le petit sac à main en cuir que je lui avais apporté. Les caméras de surveillance avaient mystérieusement cessé de fonctionner entre 3h et 7h du matin. Une panne technique, selon le directeur de l'établissement, visiblement mal à l'aise. C'est en fouillant dans le bureau d'Élodie que j'ai commencé à comprendre l'ampleur du secret qu'elle portait. Caché derrière ses diplômes encadrés, j'ai trouvé un coffre-fort dont je connaissais la combinaison. Notre date de diplôme à HEC. À l'intérieur, des documents qui m'ont glacé le sang. Des contrats avec la Fondation Minerve, des études sur le contrôle mental, des rapports sur l'influence subliminale. Et surtout une lettre de sa main. Si quelque chose m'arrive, Marc cherche Victor Petrov. Victor Petrov. Ce nom m'était familier. Cet oligarque russe avait fait fortune dans le pétrole avant de se reconvertir dans les nouvelles technologies. Sa société, Neva Labs, était spécialisée dans l'intelligence artificielle et les neurosciences. Officiellement, Petrov vivait à Monaco, dans une villa de 50 millions d'euros. Officieusement, mes contacts dans la finance m'ont appris qu'il était lié à plusieurs affaires de corruption internationale. En creusant davantage, j'ai découvert qu'Élodie entretenait une relation avec Julien Moreau, le sous-préfet de Haute-Garonne, et ce depuis plus d'1 an. Antoine l'ignorait, bien sûr. Leur rendez-vous secret avait lieu dans un appartement discret rue des Arts, un pied-à-terre que Julien louait sous un faux nom. Cet homme marié, père de 3 enfants, avait tout à perdre si leur liaison était révélée au grand jour. Quand j'ai confronté Julien dans son bureau de la préfecture, sa réaction m'a confirmé mes soupçons. Cet homme d'ordinaire si maître de lui s'est effondré. Marc, vous ne comprenez pas dans quoi Élodie s'était embarquée. Elle avait découvert quelque chose sur le projet Prométhée, quelque chose qui impliquait des personnalités au plus haut niveau de l'État. Elle voulait tout révéler. Elle parlait de faire appel aux journalistes d'investigation. Le projet Prométhée était en réalité un programme gouvernemental ultra secret visant à développer des techniques de manipulation de l'opinion publique. Élodie avait été recrutée pour ses compétences en psychologie cognitive, pensant participer à une simple étude académique. Mais elle avait rapidement compris qu'elle contribuait à créer des armes de désinformation massive, capables d'influencer les élections, les référendums, l'opinion publique sur n'importe quel sujet. Julien m'a révélé les derniers mots qu'Élodie lui avait dit le jeudi précédant sa disparition. Ils veulent utiliser mes recherches pour contrôler les esprits, Julien. Imagine les dégâts si ces techniques tombent entre de mauvaises mains. Je ne peux pas laisser faire ça. Elle avait décidé de copier tous les documents du projet, de les remettre à des journalistes. Elle était devenue un danger pour des intérêts considérables. La Fondation Minerve n'était qu'un paravent. Derrière cette façade philanthropique se cachait un consortium international mêlant services secrets,
multinationales et réseaux criminels. Viktor Petrov en était l'un des financiers occultes, mais il n'était pas le seul. J'ai découvert des virements suspects en provenance de comptes offshore, des réunions secrètes dans des palaces suisses, des liens avec des dirigeants politiques de plusieurs pays européens. En fouillant dans l'ordinateur personnel d'Élodie, protégé par plusieurs couches de cryptage, j'ai découvert ses dernières notes. Elle avait identifié un réseau de corruption qui s'étendait jusqu'au gouvernement français. Des ministres, des hauts fonctionnaires, des dirigeants d'entreprises du CAC 40, tous impliqués dans ce projet de contrôle de l'information. Elle avait des preuves, des enregistrements, des documents compromettants. Mais le plus troublant était ce message qu'elle avait laissé dans ses fichiers cachés. Ils m'ont proposé 5 millions d'euros pour mon silence. Quand j'ai refusé, ils ont changé de stratégie. Ils parlent maintenant d'une méthode plus définitive. Marc, si tu lis ceci, c'est que leur plan a fonctionné. Ne me cherche pas, cherche la vérité. Ces mots résonnaient peu dans ma tête comme un testament. Ma quête de vérité m'a mené dans les salons feutrés du pouvoir parisien. Grâce à mes relations dans l'immobilier de luxe, j'ai pu approcher certains des protagonistes de cette affaire. Le ministre de l'Intérieur lui-même, François Delacroix, aucun lien de parenté malgré le nom, recevait régulièrement Viktor Petrov dans son hôtel particulier du 16e arrondissement. Ces dîners privés, organisés loin des regards indiscrets, scellèrent des accords qui n'apparaîtraient jamais dans les journaux officiels. J'ai appris que le projet Prométhée était né d'une alliance secrète entre les services de renseignement français et un cartel de multinationales américaines et russes. L'objectif était de développer des algorithmes capables de prédire et d'orienter les comportements humains à grande échelle. Élodie, avec son expertise en biais cognitif, était la pièce maîtresse de ce dispositif. Ses recherches valaient littéralement des milliards d'euros. Dans les couloirs de l'Assemblée nationale, j'ai rencontré discrètement la députée Marie-Claire Fontaine, présidente de la commission d'enquête sur les dérives sectaires. Cette femme courageuse menait depuis des mois une investigation parallèle sur les méthodes de manipulation mentale. Monsieur Delacroix, m'a-t-elle confié dans son bureau, votre amie était sur le point de nous remettre des documents explosifs. Elle avait découvert que certaines campagnes électorales récentes avaient été manipulées grâce à ces techniques. Le réseau de corruption s'étendait bien au-delà de la France. J'ai découvert des connexions avec des oligarques ukrainiens, des magnates chinois, des dirigeants de la Silicon Valley. Tous investissaient massivement dans ces technologies de contrôle mental, comprenant leur potentiel destructeur pour les démocraties occidentales. Élodie était devenue le témoin gênant d'une conspiration internationale de première ampleur. Le plus choquant était de découvrir que plusieurs de nos amis communs étaient impliqués. Thomas Beaumont, ce brillant avocat d'affaires que nous côtoyions dans les soirées mondaines toulousaines, était en réalité l'un des conseillers juridiques de la Fondation Minerve. Sa fortune récente, ses nouveaux clients russes, tout s'expliquait soudain. Il avait trahi notre amitié pour de l'argent. Quand j'ai confronté Thomas dans son bureau de la place du Capitole, sa réaction m'a confirmé mes craintes. Cet homme que je croyais connaître depuis 20 ans s'est révélé être un parfait manipulateur. Marc, tu ne comprends pas les enjeux. Élodie était devenue dangereuse, pas seulement pour le projet, mais pour la stabilité géopolitique. Ces révélations auraient pu déclencher une crise internationale. Son cynisme m'a révolté. J'ai également découvert le rôle trouble du professeur Henri Dubois, directeur de l'Institut de neurosciences de Toulouse. Cet homme respecté, membre de l'Académie des sciences, dirigeait en secret les expérimentations du projet Prométhée sur des cobayes humains. Ces laboratoires ultramodernes cachaient que des salles où l'on testait les techniques de manipulation mentale sur des volontaires inconscients des véritables enjeux. Le professeur Dubois recevait chaque mois des virements de plusieurs centaines de milliers d'euros en provenance de comptes suisses liés à Viktor Petrov. En échange, il fournissait des rapports détaillés sur l'efficacité des méthodes développées par Élodie. Ces documents, que j'ai pu consulter grâce à un informateur au sein de l'Institut, révélaient des expérimentations dignes des heures les plus sombres du XXe siècle. La vérité la plus dérangeante concernait l'implication des médias. Plusieurs grands groupes de presse français avaient accepté de servir de terrain d'expérimentation pour les techniques de Prométhée. Sans le savoir, des millions de lecteurs et de téléspectateurs avaient été exposés à des messages subliminaux destinés à tester l'efficacité des méthodes d'Élodie. Les résultats étaient terrifiants. On pouvait effectivement influencer l'opinion publique de manière ciblée et massive. C'est lors d'une soirée mondaine à l'hôtel particulier de Monaco que j'ai enfin pu approcher Viktor Petrov en personne. Cet homme de 55 ans, au charisme indéniable, évoluait dans un monde de luxe absolu. Yacht de 80 mètres, collection d'art contemporain, résidence dans les plus belles capitales du monde. Quand je lui ai parlé d'Élodie, son regard s'est durci. « Votre amie était brillante, monsieur Delacroix. Dommage qu'elle n'ait pas su choisir son camp. Les tentatives d'intimidation ont commencé dès que mes investigations se sont rapprochées de la vérité. »
Ma villa de Pêche-David, cette propriété de 2 millions d'euros que j'avais achetée grâce à mes succès immobiliers, a été cambriolée avec une précision chirurgicale. Rien n'avait été volé, mais tous mes dossiers sur l'affaire Elodie avaient disparu. Le message était clair, j'étais allé trop loin. Heureusement, j'avais pris la précaution de cacher des copies dans un coffre-fort de la banque Rothschild à Genève. Ces documents prouvaient formellement l'existence du projet Prométhée et l'implication d'Elodie dans sa dénonciation. Mais accéder à ces preuves devenait de plus en plus dangereux. Mes téléphones étaient en surécoute, mes déplacements filés par des hommes, aux allures de services secrets. Le commissaire Dubois, qui m'avait aidé au début de mes recherches, a soudain changé d'attitude. Lors de notre dernière rencontre au café de la Dorade, il m'a clairement fait comprendre que l'enquête officielle sur la disparition d'Elodie serait classée sans suite. « Marc, des pressions s'exercent au plus haut niveau. On me demande d'arrêter les investigations. Officiellement, Elodie Lemoine a fait une dépression nerveuse et a choisi de disparaître. Point final. Mais le plus troublant était l'attitude d'Antoine, le mari d'Elodie. Cet homme que je voyais régulièrement depuis sa disparition avait soudain les moyens de s'offrir une Bentley Continental et un appartement de luxe sur les quais de la Garonne. Quand je l'ai questionné sur cette fortune subite, il m'a expliqué avoir hérité d'un oncle américain dont je n'avais jamais entendu parler. Son mensonge était grossier, sa gêne palpable. En réalité, Antoine avait été acheté par les organisateurs du complot. En échange de son silence sur les véritables activités d'Elodie, il avait reçu 2 millions d'euros et la promesse que sa femme resterait en vie tant qu'il ne parlerait pas. Cette révélation m'a brisé le cœur. Même l'homme qui prétendait l'aimer avait accepté de la trahir pour de l'argent. J'ai tenté de contacter des journalistes d'investigation, espérant que la presse pourrait révéler la vérité. Mais chacun de mes interlocuteurs a décliné poliment mes propositions. Laurent Mercier, grand reporter au Monde, m'a confié off the record que ses rédacteurs en chef avaient reçu des recommandations concernant cette affaire. « Marc, personne ne touchera à cette histoire. C'est trop gros, trop dangereux. Vous risquez votre vie. » Ma dernière tentative a été de m'adresser directement au parquet de Paris. Le procureur de la République, maître Elisabeth Moreau, m'a reçu dans son bureau austère du palais de justice. Cette femme intègre semblait sincèrement troublée par mes révélations, mais elle m'a rapidement fait comprendre que ses mains étaient liées. « Monsieur Delacroix, sans preuve formelle et sans plainte officielle, je ne peux rien faire. Et visiblement, personne ne souhaite porter plainte. » C'est alors que j'ai reçu un appel qui a changé le cours de mon enquête. Une voix féminine, déformée par un modulateur électronique, m'a donné rendez-vous dans un parking souterrain des Carmes. « Si vous voulez savoir ce qui est arrivé à Elodie Lemoine, venez seul. Vous avez 10 minutes. » Mon cœur battait la chamade quand je me suis rendu à ce rendez-vous nocturne, ne sachant pas si je marchais vers la vérité ou vers un piège mortel. La femme qui m'attendait était entièrement vêtue de noir, visage dissimulé par une capuche. Elle m'a tendu une clé USB en me disant « Elodie m'avait demandé de vous remettre ceci si elle disparaissait. Elle vous faisait confiance, Marc. Ne la décevez pas. » Avant que je puisse lui poser la moindre question, elle avait disparu dans les ombres du parking, me laissant seul avec cette clé qui contenait peut-être enfin les réponses que je cherchais. De retour chez moi, j'ai découvert le contenu de cette clé USB. Des heures d'enregistrement audio, des photos compromettantes, des documents classés secret défense. Elodie avait tout prévu. Elle avait constitué un dossier complet sur le projet Prométhée, avec des preuves irréfutables de la corruption et des manipulations. Mais surtout, elle avait enregistré ses dernières heures avant la disparition, révélant enfin ce qui s'était réellement passé pendant ces 2 jours volés. Les enregistrements d'Elodie m'ont révélé la véritable nature de sa disparition. Le vendredi soir, en sortant de la tour Occitanie, elle avait été abordée par des hommes se présentant comme des agents de la DGSE. Ils l'avaient convaincue de les suivre pour une question de sécurité nationale urgente. Naïvement, elle était montée dans leur véhicule, pensant être protégée par les services d'armes secrets français. En réalité, ces hommes travaillaient pour Victor Petrov. Ils ont emmené Elodie dans une propriété isolée du Gers, un château du XVIIIe siècle que l'oligarque russe avait acheté sous un nom d'emprunt. Pendant 48 heures, elle a été soumise à un traitement expérimental basé sur ses propres recherches. Un mélange de drogues psychotropes et de conditionnement mental destiné à effacer sa mémoire de manière sélective. L'ironie était cruelle. Elodie avait été victime des techniques qu'elle avait elle-même développées. Les tortionnaires utilisaient ses propres méthodes pour la faire taire définitivement. Mais ils avaient sous-estimé sa force mentale et sa préparation. Sachant qu'elle était en danger, elle avait pris des précautions, cachant des micro-émetteurs dans ses vêtements et prenant des contre-mesures pharmaceutiques pour limiter les effets des drogues. C'est grâce à ces précautions qu'elle avait pu s'échapper dans la nuit du dimanche, profitant d'un moment d'inattention de ses gardiens. Mais l'expérimentation avait partiellement fonctionné. Ses souvenirs des 48 heures de captivité étaient fragmentaires, d'où sa phrase répétée « On m'a volé 2 jours ».
Elle savait qu'elle avait vécu quelque chose de terrible, sans pouvoir se rappeler précisément quoi. Sa seconde disparition de la clinique Sainte-Foy était volontaire, comprenant que ses ravisseurs n'abandonneraient jamais. Elle avait décidé de simuler sa propre mort pour les tromper. Avec l'aide d'un réseau clandestin de protection des témoins, elle s'était volatilisée dans la nature, laissant derrière elle suffisamment d'indices pour que je puisse reconstituer la vérité. Les derniers enregistrements révélaient entre son plan de fuite vers l'Amérique du Sud. Elodie avait réussi à transférer discrètement ses économies vers des comptes offshore et à se procurer une nouvelle identité. Elle vivait désormais sous le nom de Carmen Silva, dans une fazenda isolée du Mato Grosso, au Brésil, espérant que l'éloignement géographique la protégerait de ses poursuivants. Mais le plus bouleversant était sa dernière confession, enregistrée juste avant sa fuite de la clinique. « Marc, mon cher Marc, si tu écoutes ceci, c'est que mon plan a fonctionné. Je sais que tu me cherches, que tu souffres de mon absence, mais comprends que je ne peux plus revenir. Ils ont des moyens illimités, des connexions partout. Ma seule chance de survie était de mourir symboliquement pour renaître ailleurs. » Elle avait également révélé l'existence d'autres victimes du projet Prométhée. Plusieurs scientifiques européens avaient mystérieusement disparu ces derniers mois. Le professeur italien Marco Benedetti, spécialiste en neuropsychologie, retrouvé mort dans sa villa de Portofino. La chercheuse allemande Ingrid Müller, officiellement suicidée dans son laboratoire de Munich. Le neurologue espagnol Carlos Mendes, porté disparu lors d'un congrès à Barcelone. Tous avaient travaillé sur des aspects différents du contrôle mental. Le dossier qu'Elodie avait constitué contenait également les preuves financières du complot. Des virements de centaines de millions d'euros transitaient par des banques suisses et luxembourgeoises, finançant non seulement les recherches, mais aussi la corruption de hauts fonctionnaires dans toute l'Europe. Viktor Petrov n'était que la face visible d'un iceberg impliquant des fonds souverains chinois, des cartels mexicains et même la CIA américaine. Aujourd'hui, 6 mois après la disparition d'Elodie, je vis avec le poids de cette vérité que je ne peux partager avec personne. J'ai tenté de faire parvenir ces preuves aux autorités compétentes, mais chaque tentative a été étouffée. Le projet Prométhée continue, sous d'autres noms, dans d'autres laboratoires. Viktor Petrov coule des jours paisibles sur son yacht en Méditerranée, organisateur impuni d'un crime contre l'humanité d'une ampleur inédite. Parfois, je reçois des signes discrets qui me confirment qu'Elodie est toujours vivante. Une carte postale anonyme du Brésil, un virement mystérieux sur un compte de charité que nous soutenions ensemble, un message crypté dans les petites annonces du journal local. Elle survit, quelque part dans l'immensité sud-américaine, portant seule le fardeau de ses découvertes terrifiantes. Notre amitié survit à travers ces signaux d'espoir qui réchauffent mon cœur brisé. L'histoire d'Elodie Lemoine nous rappelle que dans notre monde ultra connecté, la vérité peut être plus dangereuse que le mensonge et que certains secrets valent plus que des vies humaines. Mais d'autres histoires m'attendent, d'autres mystères à élucider dans les méandres du pouvoir et de la corruption. Car tant qu'il y aura des victimes du silence, il y aura des voix pour témoigner de leur courage face à l'injustice.